Majesté, chers frères rois et chefs traditionnels, Madame la grande chancelière, ma chère Tanti, Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le ministre d'État, j'ai fini avec le Premier ministre à côté de moi, chef du gouvernement, ministre de la Défense et tous les collaborateurs qui sont de mon côté. Nous voudrions, au nom du Premier ministre et toute la délégation qui m'accompagne, vous dire sincèrement merci pour cette visite que nous aurions dû organiser depuis fort longtemps. Mais le ministre Maurice Bandama l'a dit, les circonstances et les vicissitudes des derniers mois, des dernières années ne nous ont pas permis de le faire plus tôt. Je voudrais donc vous remercier pour votre patience, pour votre compréhension et vous dire à quel point nous sommes honorés, Dominique Ouattara et moi-même, de vous recevoir cet après-midi dans notre résidence privée. Je voudrais aussi vous remercier pour toutes les prières et les paroles très émouvantes que vous avez prononcées à l'endroit de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Hier, effectivement, c'était le sacrifice du 40e jour. Nous y étions, avec beaucoup d'entre vous d'ailleurs, et les imams qui étaient ont prié pour que son âme repose en paix. Donc je vous remercie pour vos prières, et avec vous, je prie également qu'il continue de reposer en paix. Voyez-vous, j'ai avec vous plusieurs collaborateurs et compagnons et compagnes de longue date. Je crois que la plus ancienne, c'est ma tante, Henriette Dagri-Diabaté, que j'ai rencontrée avec son époux, le ministre d'État Lamine Diabaté, à Washington, alors que j'étais jeune économiste en 1968. Ahmed n'était pas encore né. Ils m'ont adopté tout de suite. Pas seulement parce que ma mère est d'Odjéné, mais également parce que Henriette Diabaté, l'historienne, nous a dit à quel point elle avait admiré tout ce que mon aïeux, l'empereur Sékou Ouattara, avait réalisé au cours des siècles passés. Et avec elle, j'ai beaucoup appris. Pas seulement au niveau de la politique, mais également des relations humaines, de l'affection, de la loyauté et de la protection. Donc Henriette, je voudrais ce soir avec nos parents de l'Est, du Sud-Est et du Sud-Ouest, vous rendre un hommage particulier pour tout ce que vous m'avez appris, tout ce que vous nous avez aidé à surmonter et tout ce que vous avez souffert à cause de moi, puisque vous avez fait la prison à cause de moi. Merci beaucoup, Tanti. Awandoli, à côté, est également un compagnon de longue date, depuis la Banque centrale, à Dakar, et ensuite, bien sûr, à Abidjan, à la primature, et je peux continuer. Je ne voudrais pas commencer à énumérer toute cette grande région que je connais depuis de longue date. Mais je voudrais aussi m'attarder sur le cas du ministre-gouverneur Robert Mambé-Begré. Un homme d'une intégrité
jamais égalé. Oui. Je le dis parce que beaucoup oublient que Robert Mambé a été président de la commission électorale indépendante au moment où la situation était inextricable. Et il a fait son travail avec méthode. Bien que n'étant pas en ce moment-là du même groupe politique, je lui ai toujours apporté mon soutien. Et chaque fois que je le recevais, je disais, Monsieur le Président, vous êtes admirable. Vous ne tenez compte de personne, vous faites votre travail dans l'intérêt de notre pays. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez fait. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs son limogeage, vous vous souviendrez, parce qu'il était droit. Et certaines personnes n'aiment pas les gens qui sont droits. Donc je voudrais vous remercier et vous dire que j'ai traversé une période très difficile personnellement, ces dernières semaines, ces 40 derniers jours. D'abord le décès, ensuite tout ce que cela entraînait pour le pays, pour beaucoup de nos concitoyens. Et je voudrais vous confier que, voyez-vous, j'ai à plusieurs occasions abandonné ce que je faisais pour mon pays. J'étais gouverneur de la Banque centrale quand notre pays a connu des difficultés indescriptibles en 1990. Et j'ai abandonné mes fonctions de gouverneur pour venir à la demande du président Houphouët, mettre en place le programme économique, présider un comité économique qui a conduit donc à la sortie de crise. Et ensuite, bien évidemment, le président Houphouët a modifié la Constitution pour me nommer Premier ministre. Et ensuite, à son décès, je suis allé aux États-Unis dans un poste très prestigieux. Et je ne vais pas manquer d'humilité à le dire. Quand j'étais le numéro 2 du Fonds monétaire international, c'était la première fois qu'un Africain était nommé à cette fonction. Oui. J'étais dans un confort inimaginable. Et ce n'est un secret pour personne. J'avais un salaire supérieur au salaire du président Bill Clinton. Oui. À la demande de Tanti et d'autres personnes, j'ai abandonné ce poste pour venir me lancer dans la politique à cause de la situation que le pays traversait. Donc là également, j'ai abandonné, disons, une fonction confortable. Mais je me dis, le pays m'appelle, mes amis m'appellent, je ne peux pas dire non à leur appel. Et tout récemment, voilà qu'après ma décision du 5 mars, au vu et au su de toute la nation, de toute la communauté internationale, j'ai annoncé que j'arrêtais à la fin de mon mandat, le 5 mars, à Yamoussoukro, devant la nation entière. Et une semaine après consultation, je ne voulais pas me faire piéger par mon parti. Nous avons hésité, Ahmed, Amadougon, d'autres personnes que j'ai consultées, si je devais l'annoncer à mon parti avant ou si je devais l'annoncer à la nation d'abord. Et j'étais arrivé à la conclusion que si j'annonçais à mon parti avant, mon parti ne m'aurait jamais laissé partir, puisque tout le monde savait que je pouvais faire 2 autres mandats sous le règne de la Troisième République. Alors j'ai décidé de faire l'annonce à la nation et de le faire sans équivoque
malgré toutes les exceptions que j'avais indiquées auparavant. Et nous avons donc, dans un consensus très large, désigné Amadou Gon Coulibaly comme notre candidat. Et voilà que quelques semaines après, il a dû aller pour un contrôle en France. Il revient en pleine forme. Nous étions tous très joyeux en disant, mais voilà, nous sommes sûrs qu'avec Amadou, la victoire sera au premier tour. Il est jeune, 60 ans. Et je disais aux uns aux autres, Amadou fera 2 mandats et mettra la Côte d'Ivoire à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il y avait une équipe qui travaillait avec lui, dont 2 que je nommerai, Ahmed Bakayoko, Patrick Achi, et tous ceux qui sont autour de moi aujourd'hui et d'autres, et certains sont de l'autre côté. Voilà qu'Amadou Gon décède le 8 juillet. Et nous nous sommes trouvés confrontés à une situation inédite, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Ce que les gens oublient, c'est que la clôture des candidatures, c'est le 31 août. Voici qu'Amadou décède le 8 juillet. Nous faisons un conseil politique le 29 juillet, donc à 1 mois de la date limite du dépôt des candidatures. Et comme je l'avais redouté la première fois, voici que mon parti me demande d'assumer, d'être candidat, d'être le candidat du RHDP. J'ai passé des nuits blanches. Je suis allé consulter ma tante et d'autres personnes que je ne voudrais pas nommer. Je dis, mais moi, j'ai donné ma parole à mes concitoyens. Mais en même temps, quand j'ai analysé la situation, après plusieurs nuits d'insomnie, je me suis dit au fond, en partant comme je l'avais imaginé, bien sûr, j'avais un aura exceptionnel, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. D'ailleurs, le télégramme que nous avons reçu par le président de la République française et d'autres autres personnalités l'attestent. J'avais déjà plusieurs offres de conseil d'administration en France, pas seulement en France, mais en Europe, en Allemagne, aux États-Unis, au Moyen-Orient. J'avais réactivé l'Institut international pour l'Afrique que j'avais créé en quittant le Fonds monétaire international et qui m'avait permis de vivre confortablement, bien qu'étant dans l'opposition. Et j'avais décidé de créer une fondation, la Fondation internationale ADO, dont les locaux sont derrière vous. Les voici, ils sont quasiment terminés. Les locaux de ma fondation, qui allait abriter également mon institut, sont là. Ils seront terminés au mois de novembre. J'avais donc tout organisé et pour moi, j'avais passé le témoin à Amadou Gon Coulibaly. Voilà que nous nous trouvons à moins de 4 semaines du dépôt de candidature dans cette situation. Mais je me suis dit, en réalité, c'est vrai, j'ai mon ego, j'ai mon aura, j'ai mes perspectives, mais en définitive, je me dis, mais qui suis-je, moi, pour refuser l'appel de ceux qui m'ont porté à la tête de mon parti, de la majorité des Ivoiriens qui m'ont élu en 2015 à plus de 80%. Du travail important que nous avons commencé à faire,
que ce soit l'économie, que ce soit la sécurité, que ce soit le bonheur des Ivoiriens. Mais un jour, je me suis réveillé à 4 heures du matin, je dis, mais au fait, pourquoi je me tourmente à ce point? La Constitution ne m'interdit pas d'être candidat. Mon pays m'appelle. Ce n'est pas la première fois que je suis appelé par mon pays, par mes concitoyens. Qui suis-je pour refuser cet appel? Et c'est pour cela que j'ai dit, le 6 au soir, que j'acceptais l'appel de mon parti et de mes concitoyens. Et je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, j'ai meilleure mine parce que je me sens soulagé. Oui, je suis persuadé au fond de moi-même, à mon âme et conscience, que j'ai pris la bonne décision. Parce que j'ai pris cette décision pour la Côte d'Ivoire, pour mes concitoyens. Je ne voudrais pas rentrer dans ces faux débats de constitution. La constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé la constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette constitution mieux que moi? Qui peut dire qu'elle connaît? Qui a signé le décret pour envoyer la constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? C'est bien moi. Alors les gens, ils peuvent bavarder. Mais moi, je suis un croyant. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. La Côte d'Ivoire est maintenant un grand pays. Un pays stable. Un pays sur la voie d'un développement encore plus accéléré. Avec une équipe de jeunes ici, tout autour, en face, à côté, derrière moi, devant moi, qui sont prêts à prendre la relève. Mais si les uns et les autres savaient combien d'années il m'a fallu pour préparer Amadou Gon Coulibaly, on ne peut pas préparer un successeur en 4 semaines ou en 2 ou 3 mois. Donc c'est un sacrifice que je fais. Je veux que ce soit clair. Pour moi, c'est un sacrifice parce que je veux laisser le meilleur à la Côte d'Ivoire. Je vais laisser une équipe à mes concitoyens. Je vais laisser une équipe qui va continuer ce que j'ai commencé. Et ce que nous avons commencé depuis 9 ans est admirable. Et je voudrais vous féliciter tous, Monsieur le Premier ministre, le ministre d'État, tous, Mesdames, Messieurs les ministres. Moi, je ne peux pas abandonner mes concitoyens dans une telle situation. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de continuer d'être la boussole de la sous-région et même parmi les pays les plus écoutés sur le continent africain. Nous ne voulons pas rentrer dans une période de turbulence, une période d'insécurité, une période d'angoisse pour nos concitoyens. Donc je profite de cette rencontre pour vous dire qu'aujourd'hui, je me sens bien. Oui, je me sens bien parce que j'ai assumé. Parce que ce que je fais, dans mon intime conviction, je le fais pour mon pays, je le fais pour mes concitoyens. Je le fais pour la Côte d'Ivoire, mon pays que j'aime tant. C'est pour cela que j'ai accepté d'être candidat. Et je peux vous assurer que la violence ne passera pas. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Et nous sommes unis sur notre volonté de préserver la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Mais si on est démocrate, mais c'est très simple. Il y a une constitution, chacun peut avoir son point de vue. Mais la constitution, elle a été votée par qui? Par le peuple de Côte d'Ivoire. Mais laissons le peuple décider
de son choix le 31 octobre 2020. On n'a pas besoin d'aller jeter les enfants dans la rue et de les amener à détruire les biens des uns et des autres. Cela n'est pas acceptable. Alors moi, je lance un appel à l'apaisement. Je lance un appel à l'apaisement. La Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts, a connu 9 années de paix relative. Et il faut que cette paix continue jusqu'aux élections et après les élections. Je peux vous donner ma parole, mesdames et messieurs, que c'est un serment que je fais. La Côte d'Ivoire va demeurer en paix. Et je sais que nos concitoyens veulent la paix. Nos concitoyens ne veulent pas retourner dans les périodes d'angoisse, d'escadron de la mort, d'assassinats nocturnes, etc., dont mon jeune frère Adjoumani parlait. Donc je dis aux uns aux autres de se ressaisir. Et c'est facile de mettre les enfants des autres dans la rue. Pourquoi ils ne vont pas dans la rue eux-mêmes? Tanti a été dans la rue. Elle a fait la prison. Ahmed Bakayoko, à ma droite, a fait la prison. Je peux continuer de nommer plein de gens ici qui ont fait la prison parce qu'ils ont assumé. Alors si les gens veulent manifester, mais qu'ils aillent eux-mêmes dans la rue, qu'ils arrêtent de jeter les enfants des autres dans la rue. C'est ça la responsabilité. Moi, je veux un pays démocratique, mais la paix d'abord, la paix pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire se développe mieux que tous les pays africains que l'on peut nommer aujourd'hui, même au-delà. Donc faisons en sorte que ce pays demeure en paix. Et je sais, honorable guide religieux, chers parents, chefs traditionnels, Majesté Reine-Mère, je sais que vous pouvez nous aider en parlant aux populations, en disant que la paix est notre bien le plus précieux, comme disait le président Félix Houphouët-Boigny. C'est notre bien le plus précieux. Nous allons travailler à ce que cette paix se consolide davantage. On me parle de réconciliation. Mais la réconciliation, elle est bonne, elle est nécessaire, et elle est faite dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes. Il ne faut pas qu'on aille allumer le feu et à dire après, on vient comme un pompier après l'incendie, on allume et puis on dit après il faut se réconcilier. Le pays est en paix aujourd'hui. Oui, j'entends les requêtes concernant la réconciliation politique. C'est ce dont les gens parlent. La réconciliation politique est possible. Mais il faut quand même que les gens se disent que c'est la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire seule qui doit être notre préoccupation. Donc, cher Tanti, honorable chef traditionnel et chef religieux, mesdames, messieurs les ministres, chers frères et sœurs, pardonnez l'émotion que je transmets et que j'éprouve. Vous savez, pendant 3 semaines, j'étais plongé dans le désarroi et la tristesse. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis sorti de là. Parce que la Côte d'Ivoire nous appelle, le pays nous appelle. Et nous devons nous mettre au travail. C'est ça qui serait le meilleur gage, la meilleure récompense pour la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. J'ai foi en l'équipe ici et ceux qui ne sont pas là. Je sais que la Côte d'Ivoire est en de bonnes mains et qu'avec cette équipe, elle continuera d'être en de bonnes mains. Je vous demande d'aller rassurer
les populations. Nous n'allons pas abandonner ce combat pour la paix dans notre pays. Et que nous ferons en sorte de continuer de rassembler nos concitoyens. La Côte d'Ivoire vient de très loin, depuis 2010. Nous n'avons pas le droit de retomber dans les errements du passé. Je sais, mesdames, messieurs les ministres, que vous faites votre part. En votre présence, je demande à nos parents, les honorables chefs traditionnels religieux, je sais que tous les cadres sont en accord avec ce que je viens de dire, parce que ce qui nous intéresse, c'est une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire qui avance, une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens continueront de dire, dans notre pays, il fait bon vivre. Donc je compte sur chacune et chacun de vous, et je voudrais vous remercier pour cette visite. Si la relation humaine est sincère, elle est empreinte d'humilité, mais vous verrez avec le temps, la réconciliation et tout ce que l'on dit, ça continuera de se renforcer tout seul. Parce que c'est dans notre intérêt national. Et je compte sur chacune et chacun de vous. Et je voudrais terminer en vous remerciant et en m'excusant. Florence, tu m'excuses, hein, j'ai pris beaucoup de temps de ton mari. Vraiment en vous disant que c'est la première fois que je sors de cette situation de torpeur. Et j'avais besoin de vous parler. Et je vous remercie d'être venus. Et je vous ai parlé du fond du cœur, avec toute la sincérité qui est la mienne. Et je demande aux guides religieux de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre beau pays, pour l'union des Ivoiriens et pour la santé de chacun et de chacune de vous. Je vous remercie.